Pourquoi certains individus seraient-ils capables d'aller toujours plus loin? Et ça va être 100%. Neuronal et mental. Et quand je dis neuronal et mental, je parle de l'aspect mental. On entend souvent que 90% du travail ou du sport est psychologique. Mais au final, c'est neuronal. C'est l'activation des neurones. Donc ce qui permettrait à une personne d'aller plus loin, ça va dépendre de son effort, de sa perception de son effort. Et de ce que cela signifie pour eux, n'est-ce pas? L'aspect du sens est un peu difficile à aborder de manière mécanistique pour la science. Mais soyons honnêtes, si quelqu'un se sent épuisé, mais qu'il peut se fixer des étapes mentales comme « je vais juste faire encore 10 mètres, puis encore 10 mètres, puis encore 10 mètres », c'est une stratégie. Il pourrait compter les pas, oui. Il pourrait aussi se distraire, n'est-ce pas? On peut se distraire de la douleur de l'effort. Quelqu'un qui est très bon en endurance va parfois avoir une panoplie d'outils. Parfois il comptera les pas, parfois il visera des étapes. Parfois ils se distraient, et ils auront une panoplie profonde de sens, courir pour leur propre objectif. Courir peut-être pour une puissance supérieure, peut-être courir pour la famille, puis ils devront probablement changer ces raisons au fil du temps. Mais si nous voulons être mécanistes, il y a une structure cérébrale. La plupart des neuroscientifiques, jusqu'à récemment, ne savaient même pas à quoi servait cette structure cérébrale. La plupart ne savaient probablement même pas qu'elle existait. C'est une structure cérébrale appelée le cortex singulaire antérieur moyen, non compliqué, mais le nom n'a pas d'importance. Mais le classification commune des actes médicaux. Le classification commune des actes médicaux est une zone du cerveau qui échange des informations avec de nombreuses autres régions. Le système dopaminergique, sérotoninergique, la mémoire et le cerveau antérieur sont impliqués dans la réflexion, la planification et la stratégie. C'est essentiel, nous y reviendrons. Joe Parvizi, neurochirurgien et collègues à la faculté de médecine de Stanford, a réalisé une étude fascinante. Il est dans le cerveau. Il stimule différentes zones cérébrales, et il découvre que lorsque l'on stimule le cortex singulaire antérieur moyen, les gens ont l'impression qu'un défi les attend. Une tempête ou une sorte de défi physique, ou un défi psychologique. Et c'est assez abstrait dans leur esprit, mais leur réaction face à cela. Quand cette région cérébrale est stimulée, ils ont l'impression d'avancer, le centre de gravité incliné vers l'avant, pour l'affronter. Et à travers cela, c'est la ténacité. Et ensuite, il réduit la stimulation de cette zone, et cet effet mental se relâche. Il stimule une autre zone, provoquant des effets subjectifs différents. D'autres études montrent que cette zone cérébrale est plus développée ou active chez les personnes qui suivent un régime ou font de l'exercice. C'est le point clé. Il semble que ce soit vraiment important si l'effort que vous fournissez est quelque chose que vous ne voulez pas faire, que c'est douloureux, que cela crée ce sentiment interne de résistance. Donc, votre mantra continue de marteler. Oui, c'est marteler contre quelque chose, n'est-ce pas? On pense au marteau, mais rarement à la surface qui repousse. Donc, quand Courtney, ou Goggins, ou vous, ou n'importe qui d'autre, franchit une barrière mentale, il endure. Sans aucun doute, ce cortex singulaire antérieur médian est très actif. Et ce qui est intéressant, c'est que cette zone du cerveau n'est pas conçue pour courir. Elle n'est pas conçue pour se lever pour la 7e fois au milieu de la nuit quand votre nouveau-né pleure. Elle est conçue pour tout cela. C'est quelque chose qui existe essentiellement chez nous tous, plus petite chez certains, plus grande chez d'autres, et l'acte d'endurer la rend plus accessible. Il y a aussi plein d'études très intéressantes qui montrent que lorsque les gens échouent à atteindre un objectif, quand ils abandonnent, surtout pour des objectifs à long terme. Si on y pense, pour quelqu'un qui a du mal avec son poids, ou d'autres problèmes, ou arrêter de fumer ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une course d'endurance. Ce n'est pas un événement isolé. Cette zone du cerveau semble alors moins engagée, peut-être même qu'elle s'atrophie un peu, qu'elle rétrécit légèrement. J'ai beaucoup parlé de cette zone du cerveau récemment parce que c'est vraiment passionnant. Plusieurs études différentes convergent vers un thème commun. Elle est impliquée dans l'endurance et le fait de persévérer. Donc, quand Courtney est en train de courir, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais on peut supposer qu'à un moment donné, elle pourrait avoir une crampe à la jambe ou quelque chose comme ça. Là, vous avez le choix. Soit vous pensez à cette crampe pour essayer de la faire disparaître, soit vous portez votre attention sur autre chose. Quand j'ai reçu des experts dans le podcast qui parlèrent de la douleur,
Le Dr Sean Mackey, médecin et docteur en sciences, dirige le centre de la douleur à la faculté de médecine de Stanford. Il a beaucoup évoqué le modèle biopsychosocial de la douleur, suggérant que la douleur est une émotion. La douleur existe en nous comme une pensée et une émotion. C'est donc l'aspect psychologique. Courtney, Goggins, où vous avez sans doute un souvenir du genre. J'ai déjà vécu ça, il y avait de la douleur, puis elle a disparu. Ou Jobu. Je me souviens m'être concentré sur cette sensation et la douleur a diminué. C'est intéressant de voir comment le cerveau enregistre la douleur. Parfois, en se concentrant dessus, on peut la réduire mentalement. Parfois, elle grandit. Il faut explorer cela. Je pense que le bain froid est une très bonne façon d'explorer une partie de cela. Entrer dans de l'eau très froide est inconfortable. Vous pouvez soit accepter cet inconfort et le traverser, soit essayer de vous en distraire. Garder ces options à l'esprit est essentiel. À cause de cet aspect mental de la douleur et de la lutte, cela nous donne des options pour réussir à traverser cela. C'est un peu comme trouver son chemin à travers une jungle, n'est-ce pas? Selon la plante, tu peux tailler plus ou moins près du sol. Une des choses clés ici est que le cortex antérieur médio-cingulique reçoit des informations du système dopaminergique, tu sais, et les gens produisent beaucoup de dopamine. Et elle est impliquée dans beaucoup de choses différentes, pas seulement la récompense et l'effort. Le cortex antérieur médio-cingulaire reçoit des informations du système dopaminergique, ce qui est intéressant. Et tu sais, les gens entendent beaucoup parler de la dopamine de nos jours, des pics de dopamine, et la dopamine est impliquée dans la récompense et la motivation. Et tout cela est vrai. Elle est impliquée dans de nombreux domaines, même dans certains aspects surprenants. Cependant, l'aspect fascinant du système dopaminergique en lien avec l'endurance est que, lorsque nous fixons des étapes et que nous atteignons ces étapes, la dopamine est libérée, et cela modifie notre physiologie et nous permet d'aller plus loin. Par exemple, disons que Courtney court, et qu'elle a une crampe à la jambe, c'est douloureux et elle se demande si elle est suffisamment hydratée, elle commence à flancher. J'imagine. Je ne suis pas elle, évidemment. Mais j'imagine qu'à un moment donné, elle se dit « Oh, c'est vraiment dur !» Mais elle décide « D'accord, encore 15 pas. » Maintenant, si elle atteint ce 15e pas, il ne fait aucun doute qu'une récompense est libérée dans le cerveau, sous la forme d'une substance chimique. J'y suis arrivé. Oui, j'y suis arrivé. La dopamine est libérée. D'autres substances aussi. Je ne veux pas donner l'impression que la dopamine est la seule monnaie de la récompense dans le cerveau. Mais à ce moment-là, sa physiologie est différente de ce qu'elle était 15 pas auparavant. Pourquoi ? Parce que la dopamine est libérée en même temps que deux autres substances chimiques, l'épinéphrine et la norépinéphrine, que l'on appelle ensemble les catécholamines. Et ces trois-là modifient la façon dont nos réseaux cérébraux fonctionnent. Ils nous donnent un nouveau sens de ce qui est possible. Maintenant, elle peut se fixer un nouveau jalon. D'accord, je vais continuer encore 8 minutes. Ou je vais tenir le temps d'une chanson dans ma tête, ou je vais simplement me concentrer sur les arbres autour de moi. Ce qui est incroyable avec l'endurance humaine, c'est que nous pouvons utiliser notre cognition, nos pensées, nos émotions, notre sens, pour fixer des étapes et dépasser ce qui, autrement, nous ferait abandonner si nous étions simplement concentrés sur la perception de la douleur, n'est-ce pas ? Donc, c'est presque comme un véhicule. C'est presque comme un véhicule automatique, où l'on programme la destination. Mais c'est aussi un véhicule pensant, qui peut changer la destination, réajuster la destination, et, en fait, changer la quantité de carburant qu'il utilise pour aller à une certaine vitesse sur une certaine distance. Si on considère le corps et l'endurance simplement comme un système linéaire, comme les calories consommées et brûlées, la VO de max, l'activation des fibres musculaires à contraction lente, on peut comprendre beaucoup de choses. Mais au final, c'est vraiment l'aspect mental qui peut changer la donne. Vous savez, la quantité d'effort fourni est en grande partie dictée par la façon dont nous percevons cet effort. Nous percevons l'effort. Je viens de parcourir les 100 derniers 100 km, et je suis arrivé. Si j'ai pu faire 100 km, je peux en refaire 100. Le stress psychologique fonctionne de la même manière, comme on l'enseigne souvent dans les communautés de traitement des addictions. Si vous pouvez supporter l'inconfort pendant 1 seconde, vous pouvez le supporter pendant 2 secondes. Vous venez de passer cette seconde, vous pouvez être mal à l'aise pendant 2 secondes ou 5 minutes. Toute la notion de vivre un jour à la fois, ce segment semble fonctionner. Vous essayez de segmenter toute votre vie, c'est un gros éléphant à manger d'un coup. Donc, l'idée ici, c'est que ces systèmes de récompense que nous pouvons mettre en place simplement
par notre propre création spontanée de ce que sont les étapes subjectives, en théorie, peuvent nous permettre de continuer jusqu'à l'épuisement. En théorie, oui, tout à fait. Et à ce moment-là, bien sûr, vous savez, vous pourriez vous vider de votre sang, ou avoir tellement besoin de sommeil que vous vous effondrez, mais en discutant avec des personnes dans des communautés qui traversent, par exemple, des sélections militaires où ils doivent rester éveillés pendant de longues périodes. Beaucoup de ces gars-là vous diront que vous avez intérêt à ne pas faire la sieste, et oui, il vaut mieux ne pas s'arrêter, il faut juste continuer à avancer. Le plus difficile c'était de rester immobile, mais tant que tu bouges, ça va. C'est sans aucun doute parce que tu as une tâche à accomplir. Accomplir des tâches réactive les systèmes de récompense, ce qui modifie ta physiologie et te permet d'avancer lorsqu'on te confie une tâche. Cours cette distance, creuse ce sable, retourne dans l'eau froide ou peu importe, ouais. Mais dans une course à pied ou une course contre soi-même, ce qui est finalement ce que ça devient, tu continues simplement à changer l'objectif. Changer l'objectif. Changer l'objectif. Donc c'est une remise à zéro constante des lignes d'arrivée. Et c'est essentiellement comme prendre un trophée. Chaque fois, imagine que ce trophée que tu obtiens, en atteignant ce nouveau cap mental, est rempli d'un carburant spécial. Ce carburant te permet de... C'est de l'endurance, de l'endurance. Je veux dire, je pense que les gens comptent souvent trop sur les facteurs de motivation psychologique. Et nous négligeons ce phénomène d'entraînement, ainsi que la capacité de notre corps à s'adapter à certains horaires. Vous savez, moi par exemple, c'est terrible à dire, mais j'aime me lever, m'hydrater, prendre de la caféine lentement, faire un peu de travail mental. Et puis, mon moment d'entraînement idéal, vous savez, si jamais je prends ma retraite, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais ce serait de m'entraîner en milieu de matinée, vers 10h30. C'est génial. J'adore ça. Mes séances d'entraînement sont toujours meilleures, etc. Mais ma vie n'est pas organisée comme ça. Donc j'aime essayer de faire de l'exercice dans l'heure qui suit mon réveil. Mais je dois d'abord boire de la caféine. Si je fais de l'exercice immédiatement, je bois d'abord ma caféine sans attendre 90 minutes. Et je devrais dire que pour les personnes qui se sentent démotivées, qu'est-ce qu'on fait généralement ? Nous consommons des choses comme la caféine, qui, comme nous le savons, perturbe le système de l'adénosine. L'adénosine est une molécule associée à la somnolence et à la fatigue. Elle accroît également les récepteurs de dopamine chez l'humain, ce qui a été prouvé. C'est plutôt fascinant. La consommation régulière de caféine augmente très probablement la sensibilité et le nombre de récepteurs de la dopamine disponible. Peu importe la quantité de dopamine libérée, elle peut avoir un effet plus important sur la motivation et la récompense. Aujourd'hui, sans porter de jugement, beaucoup de gens utilisent des stimulants comme l'Adderall, le modafinil et le Vivance. Ces stimulants libèrent les catécholamines, surtout la dopamine et l'épinéphrine. Ce sont des amphétamines, d'accord ? Les gens disent « Oh mon Dieu, vous savez, de la speed ». Oui, c'est exactement ce que c'est. Je ne juge pas. Ils peuvent avoir des effets positifs pour certains problèmes cliniques, dans certains cas. Je ne fais qu'énoncer la réalité, sans promotion ni critique. Les gens prennent des stimulants. Je vais être honnête, juste avant ce podcast, j'en ai pris. Je ne cache pas ces choses. Dernièrement, j'ai expérimenté avec 2 mg de Nicorette, de la nicotine sous forme de gomme à mâcher. Je ne consomme pas de tabac sous aucune forme, que ce soit la cigarette, la vape, le chiquet ou le tabac à priser. C'est mauvais pour la santé et cancérigène. Certains prétendent que la vape est moins nocive, mais elle reste néfaste. Vapoter n'est probablement pas aussi nocif que fumer, mais ce n'est pas bon pour la santé. Évitez de vapoter. Je me suis fait des ennemis, mais c'est mon interprétation des données. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais la nicotine agit sur les systèmes de l'acétylcholine, de l'épinéphrine et de la dopamine, augmentant la concentration. C'est très addictif, donc je me limite à 2 mg, peut-être 4 fois par semaine au total. J'envisage d'arrêter complètement car c'est une expérience sur moi-même qui fonctionne vraiment très bien. Ça me rend plus alerte, plus motivé, et ça me fait aussi un peu peur. Ce n'est pas... et beaucoup de gens que je connais qui en prennent. Ces sachets se trouvent dans des boîtes et contiennent entre 4 et 8 mg de nicotine par sachet. Je n'ai jamais essayé et je n'en ai pas envie. J'entends sans cesse que les gens en prennent un. Ils adorent ça. Ils prennent un sachet. Puis ils en prennent 2 par jour, 3 par jour, et très vite ils consomment une boîte, ou presque, sinon tous les jours, au moins tous les 2 jours. Donc c'est un chemin très rapide vers, disons-le, une habitude.
Est-ce que c'est addictif? Peut-être. Est-ce que ça crée une habitude? Clairement. Et c'est en train de devenir très à la mode maintenant. Je déconseille la nicotine. C'est un vasoconstricteur qui augmente la pression artérielle. Malgré quelques preuves de ses effets stimulants sur la cognition, ce n'est pas recommandé, sauf peut-être à un âge avancé. Mais cela comporte des risques pour la santé. On coupe toujours les passages où je mentionne l'effet stimulant sur les capacités cognitives. L'idée est que lorsque les gens se sentent démotivés, ils cherchent souvent quelque chose à consommer. Rappelez-vous, aucun effort, obtenez-le. Les molécules en mouvement, rien de mal à ça. Une tasse de café, un expresso ou du maté, parfois je fais les trois. Vous êtes plus alerte et éveillé. Vous devez utiliser cette énergie pour vous plonger dans le travail. Le défi de la pharmacologie est de trouver la dose parfaite pour atteindre un niveau optimal de concentration et de vigilance, sans être trop agité et avoir l'esprit qui s'égare. Ce que je fais généralement, c'est que j'utilise du café ou du maté, ou les deux, avant une séance de musculation intense. Mais quand il s'agit de cardio, j'essaie de faire mon cardio sans aucune caféine. Ou du moins, certainement pas de caféine en excès. Peut-être une demi-tasse de café, peut-être 1 ou 2 matés. Et ensuite je sors simplement courir dans mon cas, où je fais la séance d'entraînement fractionné de haute intensité, et je laisse l'entraînement lui-même être sa propre source de neurochimie. C'est juste mon avis. Je sais que certains combinent des boissons énergisantes avec de la nicotine et toutes sortes d'autres substances. C'est fou, car ils constatent qu'en l'absence de ces choses-là, ils sont démotivés. Pourquoi ? C'était un effort minimal, voire nul, suivi d'une libération de dopamine à haute amplitude, et probablement moins directement lié à l'exercice que vous faites. Comment la caféine ? La caféine agit sur les récepteurs de la dopamine. Y a-t-il un effet à long terme ? On ne se sent jamais aussi bien que lorsqu'on fait une pause de caféine, puis qu'on prend cette première tasse de café, n'est-ce pas ? Je ne me reconnais pas dans cette description, car je ne me souviens plus de ma dernière pause caféine. Je l'ai fait quand j'avais la grippe ou un rhume. Dans ces moments-là, je n'ai pas envie de boire de la caféine, je préfère une tisane à la camomille, et rester blotti dans mon lit. J'adore la caféine. Je n'en bois pas tant que ça, mais au total, je dois consommer environ 400 ou 500 mg par jour. Je pèse entre 98 et 100 kg, donc ce n'est pas tant que ça, et je suis plutôt habitué à la caféine. Et j'ai tendance à consommer de la caféine plutôt en début de journée, et pas tellement le soir, certainement pas après 15 heures, pour pouvoir bien dormir. Mais oui, le fait de tout cumuler, c'est quelque chose... Je ne veux pas donner l'impression que, tu sais, si tu prends une boisson énergisante, un pré-entraînement, que la musique est à fond, que tu es bien hydraté, que tu as bien dormi, et que tu fais une super séance, tu vas toujours écraser tes entraînements. Ça peut arriver de temps en temps, mais ne sois pas surpris si la fois suivante, en entrant dans la salle, tu ne te sens pas aussi motivé. Et je ne pense pas qu'on doive compter là-dessus à chaque fois. Tu sais, si tu as besoin d'un stimulant à chaque fois que tu vas faire de l'exercice, tu es en train de créer une habitude comportementale et probablement des habitudes neurochimiques sous-jacentes qui ne te serviront pas à long terme. Tu ressentiras moins de motivation à faire ce qui, en soi, peut t'en générer. C'est précisément ce dont nous discutons. Une douche froide serait une excellente option. C'est fascinant. Je n'ai jamais vu autre chose, aucun médicament, qu'il soit sur ordonnance ou non, aucun complément, aucun entraînement à ma connaissance, même si je ne les ai pas tous explorés, qui crée cette longue courbe de libération de dopamine, d'adrénaline et de noradrénaline qu'une minute. Une minute à avoir froid de façon inconfortable peut créer. Il y a une grande valeur à prêter attention à la façon dont on rencontre le stress, comment on traverse le stress. Et puis, quand je sors du bain froid, je n'ai pas tendance à passer trop de temps à réfléchir à ce que je ressens à ce moment-là. Je sais simplement que c'est un changement d'état complet. Je sais aussi, d'après ce que j'ai lu sur mon sommeil, sur mon 8 Sleeper Whoop, que faire un bain froid le matin augmente considérablement la quantité de sommeil paradoxal que j'obtiens la nuit. Et je ne connais pas la raison exacte de cela. D'ailleurs, certaines formes de pharmacologie, pas des drogues récréatives, mais que je n'utilise pas régulièrement, mais que j'ai utilisées dans le passé, qui augmentent la dopamine et la noradrénaline, comme la buprénorphine, augmentent de façon spectaculaire mon sommeil paradoxal. Je n'en prends pas en ce moment.
mais j'en ai pris il y a des années pour une brève période de dépression. Je ne prends plus de buprenorphine, mais j'ai décidé à un moment d'en prendre 50 mg pour aider ma concentration, dans le cadre d'une expérience. Ça n'a pas bien marché pour moi, mais j'ai constaté une augmentation spectaculaire de mes mouvements oculaires rapides pendant mon sommeil. La durée a augmenté d'environ 15%, je crois. Ensuite, j'ai arrêté d'en prendre, et c'est revenu à sa valeur précédente. La libération d'adrénaline, même tôt dans la journée, semble avoir un impact sur le sommeil nocturne. Oui, eh bien, une douche froide, c'est toujours excellent, et ce n'est pas seulement gratuit, ça vous fera aussi économiser sur votre facture de chauffage. La douche froide est horrible, car avoir une partie du corps hors de l'eau froide semble rendre la chose encore pire. Avec un bain froid, vous êtes complètement immergé jusqu'au cou, contrairement à une douche où seule une partie du corps est chauffée. Il arrive que des gens sortent leurs mains, je ne juge pas. Je pense que c'est très bien. Les gens ont différents niveaux de vasoconstriction et de douleur causées par le froid. D'après ce que je comprends, garder vos mains dehors n'est pas vraiment un problème. La douche froide, c'est génial. Je pense que l'entraînement fractionné à haute intensité dont tu es un grand fan est un outil remarquable. Non seulement c'est bref, mais ça mobilise tous ces systèmes neurochimiques qui créent de la vigilance. De plus, étant donné la brièveté de la tâche, il est peu probable que tu te fatigues au point où le travail cognitif devienne plus ardu. Alors, comment pouvons-nous surmonter la procrastination ? Des découvertes issues de la littérature sur l'addiction se révèlent très puissantes pour nous aider à sortir de la procrastination. Cela a un lien avec ceci. Vous le savez déjà, car je vous l'ai probablement dit une douzaine de fois maintenant. La profondeur du creux après un pic de dopamine est proportionnelle à la hauteur de ce pic et à sa pente, à la rapidité avec laquelle ce pic s'est produit. Il s'avère que non seulement la profondeur du creux est proportionnelle à cela, mais la vitesse à laquelle vous sortez de ce creux est proportionnelle à la raideur de ce creux. Laissez-moi vous expliquer cela aussi clairement que possible. Imaginez que vous êtes dans un état de démotivation totale. Vous remettez tout à plus tard, victime de procrastination. Vous pouvez penser que la chose à faire ici, c'est quelque chose. Je vais nettoyer la maison, m'occuper de factures ou faire quelque chose, sinon je vais juste attendre. Comme nous l'avons vu, ces approches dans Shelley sont souvent inefficaces, lentes, ou ne fonctionnent que jusqu'à la date limite. Cette dernière vous pousse à agir, sinon vous n'atteignez pas votre objectif. Ça arrive aussi très souvent. Cependant, si vous preniez cet état de démotivation, de procrastination, et que vous faisiez en réalité quelque chose de plus difficile que d'être dans cet état amotivé. En d'autres termes, faire quelque chose qui demande plus d'efforts, voire qui est douloureux, vous permet de sortir beaucoup plus rapidement de ce creux de dopamine. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Vous voulez vous mettre dans un état qui est pire ou plus difficile que l'état dans lequel vous êtes, ou faire quelque chose de soi-disant plus douloureux. Et ici, je veux être très clair. Je vais le dire 3 fois, mais je vais le dire pour la première fois maintenant. Quand je dis plus douloureux, je ne parle pas de faire quoi que ce soit qui endommage les tissus, ou qui soit psychologiquement nuisible, ou quoi que ce soit de ce genre qui pourrait vous blesser ou vous rendre mal, même à court terme. Je ne parle pas de ça. Écartons ce sujet immédiatement. Ce à quoi je fais référence, c'est au fait que, par exemple, si vous ne vous sentez pas motivé, mais que vous vous retrouvez à faire le ménage pour procrastiner, vous pouvez vous dire que faire le ménage est plus difficile que de s'asseoir et ne rien faire. Mais en réalité, à ce moment-là ou dans ces moments-là, ce n'est pas le cas, sinon vous ne le feriez pas. La réalité, c'est que le système de dopamine fonctionne en fonction de ce qui semble difficile ou facile sur le moment. En bref, si vous manquez de motivation, vous devez agir. Et vous mettre dans un état qui est plus difficile que celui dans lequel vous êtes. Donc, par exemple, si vous êtes assis à ne rien faire en vous sentant démotivé, ou si vous vous occupez de tâches qui n'ont rien à voir avec l'objectif sur lequel vous devriez vraiment vous concentrer, vous devez rapidement mettre votre corps et votre esprit dans un état d'inconfort. Et la façon de faire cela est soit de vous engager dans une activité tangentielle, c'est-à-dire une activité qui n'est pas liée à votre objectif, mais qui met votre corps dans un état très différent. Donc, encore une fois, je vais prendre l'exemple le plus évident, qui est quelque chose comme une douche froide ou une immersion dans l'eau froide.
ce qui non seulement augmente la dopamine sur le long terme, ou plutôt pendant plusieurs heures, mais qui, pour la plupart des gens, est ressenti comme une douleur. Cette douleur provoque un rebond hors de ce creux de dopamine plus rapidement que si vous étiez simplement resté dans cet état d'amotivation et aviez attendu qu'il disparaisse, ou si vous aviez fait quelque chose comme ranger, qui pour une raison quelconque semblait demander moins. La friction dont je parle est la friction limbique. Votre système limbique est constamment en dialogue avec votre cortex préfrontal. La friction limbique fonctionne dans les deux sens et peut signifier que vous êtes fatigué et n'avez pas envie de faire quelque chose. Donc, vous devez en quelque sorte vous motiver et trouver l'énergie nécessaire pour le faire. Ou la friction limbique, peut-être que vous êtes nerveux, effrayé et anxieux à l'idée de faire quelque chose, et vous devez vous calmer pour pouvoir passer à l'action et faire cette chose malgré l'anxiété. Je réalise que ce concept peut être déroutant, laissez-moi donc l'expliquer plus en détail. Imaginons que vous, ou quelqu'un d'autre, n'aimez pas faire de l'exercice. Vous manquez de motivation pour atteindre votre objectif de 5 jours d'exercice par semaine, malgré vos efforts. Il existe diverses techniques pour y arriver. En supposant que vous avez déjà considéré les bases dont nous avons discuté et que vous n'arrivez toujours pas à démarrer, vous réalisez que vous vérifiez votre téléphone, ou peut-être que vous vous occupez de certaines tâches. Évidemment, ces choses-là sont entre guillemets plus faciles pour vous, c'est-à-dire qu'elles provoquent à moins de friction limbique que de faire de l'exercice. Le conseil habituel serait de simplement faire de l'exercice pendant 1 minute. D'accord, faites simplement 1 minute d'exercice ou 5 minutes, puis utilisez la réussite de cette minute ou de ces 5 minutes comme une étape qui vous permet ensuite de passer à l'étape suivante. En effet, cette approche peut fonctionner. Et c'est exactement ce que je décris ici, quand je dis que vous êtes dans un état de manque de motivation ou de procrastination, ou les deux, et que vous devez vous mettre dans un état plus douloureux, pas moins douloureux. Alors, que faites-vous ? Vous vous opposez à cette friction et vous faites de l'exercice pendant un court moment, et cela vous fait sortir de cette impasse. C'est possible, mais pour beaucoup de gens, même cela ne sera pas possible parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à se motiver, ou bien ils le font pendant 1 minute ou 5 minutes et ils se disent qu'on simplement. D'accord, je suis toujours dans l'impasse, je ne me sens pas vraiment mieux. Dans ces circonstances, il est logique de faire quelque chose de tangentiel au chemin que vous essayez de suivre et à l'objectif que vous voulez atteindre. C'est, croyez-le ou non, bien pire que d'être simplement démotivé. Et quand je dis pire, je ne parle pas de choisir une tâche que vous n'aimez pas faire d'habitude, mais que vous êtes maintenant prêt à faire. Je veux dire, littéralement réfléchir à ce qui serait pire que d'être dans cet état. Encore une fois, sans vous causer de dommages physiques ou psychologiques, qu'est-ce qui serait pire ? Eh bien, l'eau froide serait pire pour beaucoup de gens. De l'eau très froide. Donc, la clé est de trouver quelque chose qui, faute de mieux, est vraiment désagréable, et pourtant sans danger. Et en faisant cela, vous rendez la pente de la courbe plus abrupte, ce qui, nous le savons, vous ramène à votre niveau de base de dopamine plus rapidement. Pour certains, cela sera une exposition volontaire au froid, comme une douche froide ou un bain glacé. Et je dois vous dire que si vous grimacez pendant que je dis cela, eh bien, voilà. Vous avez maintenant un outil qui vous fait déjà grimacer rien qu'en y pensant, et qui représente donc un excellent outil pour vous. Donc, si je procrastine pour faire quelque chose que je dois vraiment faire, dois-je simplement attendre que cette procrastination s'en aille ? Non. Est-ce qu'elle finira par disparaître ? Peut-être. Est-ce qu'une échéance finira par apparaître et me pousser dans un état d'anxiété ou d'activation qui me permettra de terminer ce qui doit être fait ? Peut-être. Espérons-le. Mais il vaudrait mieux sortir rapidement de cet état d'amotivation, de cet état de procrastination. Tu sais que j'y accorde beaucoup d'importance. Aider les gens à bien dormir parce que le sommeil est le meilleur moyen de se régénérer pour l'endurance et la vie. Tu vois, mais je suis aussi un grand partisan de choses comme le repos profond sans sommeil, qui ressemble à une pratique ancienne appelée Yoga Nidra, où tu t'allonges, tu restes délibérément éveillé, mais tu détends ton corps et tu essaies de sortir ton cerveau de la pensée et de l'action pour aller vers la sensation pure. Parfois, les gens s'endorment. Faire ça pendant 10 ou 20 minutes peut compenser partiellement certains effets du manque de sommeil.
mais on sait aussi que les siestes fonctionnent. Maintenant, ce dont on parle, ce sont des siestes très très courtes. Ce qui se passe quand tu es privé de sommeil et que tu fais une de ces micro-siestes mentales, ou appelons ça simplement une micro-sieste, c'est que sans aucun doute, le cerveau entre dans un état de sommeil. C'est bien plus profond que ça ne le serait normalement si tu avais, suivi un rythme plus classique. Après être resté éveillé pendant 12 à 16 heures ou quelque chose comme ça, tu veux dormir. Donc ce que tu obtiens, c'est une sorte de sommeil concentré dans ce laps de temps très court. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, on sait que la fatigue et la somnolence viennent de l'accumulation d'une molécule appelée adénosine. D'ailleurs, la caféine perturbe le système de l'adénosine. Donc tu ne ressens pas cette somnolence. Puis la caféine s'estompe et cette adénosine atteint ses récepteurs et tu te sens encore plus fatigué. Mais... sans aucun doute, pendant ces micro-siestes courtes, une partie de l'adénosine est éliminée. On sait aussi qu'il y a beaucoup de changements dans les neurones eux-mêmes, ce qu'on appelle les canaux ioniques de potassium et de sodium. Ça se modifie, disons, pendant le sommeil. Il s'agit de modifier la quantité de potassium à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, et pendant les siestes, tu as juste une partie de cela. Donc, quand tu es vraiment fatigué, et que tu fais cette petite micro-sieste, tu te réveilles en te sentant mieux, tu te demandes ce qui se passe. Eh bien, c'est un réapprovisionnement très compact de certains éléments cellulaires et corporels, comme l'élimination de l'adénosine et les changements dans la quantité de potassium à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Maintenant, est-ce que tu élimines toute cette adénosine en 1 minute ? Non. Il ne fait aucun doute qu'il y a une élimination plus rapide que la normale durant 1 minute de sommeil. C'est aussi quelque chose de très puissant, raison pour laquelle j'ai mentionné la dépression sans sommeil. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de laisser son esprit au repos du réveil jusqu'au coucher. Cela permet de recharger ses batteries mentales. La nuit, tu es en durée, chemin, résultat, durée, chemin, résultat, cherchant quoi dire ensuite. Ensuite, essaie d'atteindre ce jalon et de naviguer à travers ta journée. Quand tu entres dans une de ces micro-siestes d'1 minute, ou que tu fais une pause sans sommeil, tu éteins essentiellement toute cette planification. Le cortex préfrontal planifie. C'est un système très dynamique de mise en place de stratégies, comme nous l'avons vu précédemment. Nous sommes donc ici, dans mon jardin. Nous avons une stratégie, nous avons un plan, et nous sommes en train de mettre ce plan à exécution. Quand vous montez dans votre voiture, vous avez une stratégie différente pour arriver à destination. Le cortex préfrontal est impliqué dans la planification dynamique et est sollicité lors de la course. Il est crucial pour planifier des étapes, mais il y a aussi cet aspect attrayant de la course d'endurance. Je ne me considère pas comme un coureur d'endurance, mais j'ai essayé de faire de longues marches le dimanche. Et j'ai couru un peu en cross-country pour savoir qu'il y a ces moments où, après 20 ou 30 minutes, vous ne planifiez plus rien. Vous avancez simplement, et vous êtes juste dans la sensation de courir. Et je dirais que, quand vous faites cela, quand n'importe lequel d'entre nous fait cela, nous permettons à notre cortex préfrontal de se mettre un peu en veille. Il reste actif dans une certaine mesure, mais se met en pause ou se repose un peu. C'est du repos en mouvement. D'accord, c'est du repos pendant l'effort. Donc, c'est un autre type de tiroir dans l'armoire de... Désolé, planifier des étapes est une autre option pour persévérer. Cela demande une planification qui nécessite le cortex préfrontal. Faire ceci, puis cela, etc. C'est comme la liste que les gens cochent pendant la journée. Mais il y a aussi le fait de courir sans penser, ce qui permet au cerveau de... certaines zones du cerveau de se reposer, entre guillemets, pendant ces moments-là. Donc, je dirais que tant qu'on ne dévie pas de sa trajectoire, tant qu'on garde son rythme, plus on peut se reposer tout en fournissant un effort, plus on économise de ressources. De quelles ressources parle-t-on ? On ne parle pas de l'énergie calorique au niveau des muscles, on parle de l'énergie calorique et de l'énergie neuronale, d'accord ? Ce qui peut sembler un peu ésotérique, l'énergie neuronale, mais réfléchissez. La plupart de notre métabolisme a besoin chaque jour, concerne le fonctionnement du cerveau. Donc la capacité de laisser le cerveau tourner au ralenti dans certaines zones, c'est de la conservation d'énergie. Et ça doit aussi entrer en jeu. Donc, on ne parle pas seulement d'un véhicule qui peut passer d'une étape à l'autre. Avancer, persévérer, c'est aussi savoir quand passer la vitesse. Comme dans un véhicule, vous savez. Et puis vous montez dans les tours. Alors qu'est-ce qu'une bonne transmission vous permet de faire ? Oui, et vous pouvez aller à la même vitesse, n'est-ce pas ? À un régime plus bas.
J'essaie de me coucher vers 22h ou 23h, mais je n'y parviens pas systématiquement. Je me réveille aux alentours de 6h du matin. Si je ne dors pas assez, ou si je ne me sens pas reposé, je fais une séance de NSTR ou de Yoga Nidra de 10 à 20 minutes, peut-être 30 minutes. Je me lève. J'aime m'hydrater. La première chose que j'essaie de faire, c'est de boire entre 16 et 32 onces d'eau. J'aime juste m'hydrater le matin, sortir et prendre un peu de soleil. Si je ne peux pas avoir de soleil, je me mets devant cette lampe de 10 000 lux. Je préfère m'entraîner tôt dans la journée, auquel cas je bois de la caféine si c'est une séance de musculation, mais pour moi, c'est du maté ou du café, ou parfois les deux. Je vais juste vous dire que mon programme d'entraînement est vraiment facile à suivre. C'est la même chose que je fais à peu près depuis 30 ans. Même si parfois j'ai été un peu moins, vous savez, moins assidu, et que j'ai laissé tomber un peu de temps en temps. Donc, le premier jour de la semaine pour moi, ça tombe un lundi, mais ça pourrait être n'importe quel jour. J'entraîne mes jambes, mollets, ischio-jambiers, squats. Je crois beaucoup au glute ham raise et aux hack squats. Les leg curls, leg extension et élévation de mollets sont essentiels pour garder le bas du corps et la chaîne postérieure fort. Il existe diverses manières en façon d'y parvenir, comme les swings de kettlebell ou les deadlifts. Mais ces exercices me conviennent bien et me permettent d'augmenter régulièrement la charge ou l'intensité sans me blesser, touchons du bois. La séance dure environ 1 heure. Après la séance jambes, c'est souvent un jour de repos, où j'essaie de m'exposer à la chaleur et au froid, même si je ne le fais pas toujours. Idéalement, c'est 20 minutes de sauna, 3 à 5 minutes de froid répétées 3 fois. Je termine par une douche chaude car j'aime ça. J'écoute des podcasts ou des livres pendant ce temps, ce qui aide à ma récupération. C'est un entraînement thermique qui apporte les bénéfices du sauna et du froid. J'aime le faire ce jour-là. Le lendemain, je fais généralement une course de 25 ou 30 minutes, à un rythme plutôt rapide. Donc où je suis, vous savez, en train de respirer fort pendant la majeure partie, mais ce n'est pas à fond, peut-être à 85% d'effort. Et c'est tout, le lendemain je travaille mon torse. Je sais que beaucoup de gens lèvent les yeux au ciel et se disent « De quoi tu parles ?» Moi, je le fais. Je fais quelques développés au-dessus de la tête, quelques dips, quelques tractions ou chin-up et un peu de rameur. Et puis je fais un peu de travail abdominal et j'entraîne mon cou parce que c'est une partie importante de la structure du haut du corps pour garder la tête stable et éviter le coup du geek et ce genre de choses. Je n'entraîne pas mon cou intensivement, mais je le travaille ainsi que l'arrière des épaules. J'essaie vraiment de mettre l'accent sur la rotation externe des membres, pour ne pas être voûté comme ça, avec les trapèzes trop sollicités, mais plutôt avoir une posture droite, ce genre de choses. Et puis le lendemain, la seule séance d'entraînement dure environ 10 minutes. C'est 10 secondes de sprint intense sur le vélo d'assaut, 20 secondes de repos, 10-20, 10-20. Pendant 8 séries, c'est tout. Le samedi, c'est le volume maximal d'oxygène max. Ensuite, une autre courte séance de musculation, donc 3 au total dans la semaine. Et puis c'est biceps, triceps, mollets, un peu de travail du cou, abdominaux, c'est surtout des petits groupes musculaires. Et puis le dimanche, qui pour moi tombe un dimanche. J'essaye de faire une longue marche, ou une randonnée, souvent en groupe. Je mets un sac à dos avec du poids, ou si je suis seul, je fais un jogging de 60 à 80. 10 minutes, ou quelque chose comme ça. Peut-être une partie en randonnée, en écoutant de la musique, ou simplement en laissant mes pensées vagabonder. Donc, en résumé, c'est 6 jours d'entraînement par semaine. 3 séances de musculation, une longue course lente, une course modérée et une courte. Le temps total est en fait assez faible quand on y pense. Et puis, il y a ce jour de repos, où je fais ou non du chaud et du froid. Je pourrais détailler ce programme, mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, j'entraîne mes jambes directement le lundi, mais je fais aussi du vélo d'assaut en fractionné le vendredi. Donc mes jambes sont sollicitées 2 fois par semaine, une fois directement, une fois indirectement. Je n'ai donc pas à m'inquiéter d'une fréquence trop faible pour la force ou l'hypertrophie, même si je ne cherche plus à prendre du muscle, juste à le maintenir. De la même façon, j'entraîne mon torse un jour au milieu de la semaine, mais on utilise aussi les bras pour ça. Puis on entraîne les bras directement un autre jour. Et ce jour-là, je fais aussi des dips, donc on sollicite aussi les muscles du torse. Je ne m'inquiète jamais que ce ne soit pas assez fréquent. Je trouve que si je vais à la salle plus de 3 fois par semaine, ou que je fais plus de 3 séances de musculation, je perds ma motivation. Mais j'aime être vraiment concentré et ciblé quand j'y suis. Et j'adore les longues courses, les courses modérées, et le fractionné, donc je fais un peu de tout.
Je veux vraiment insister là-dessus parce que je ne suis pas un athlète professionnel, ni même amateur. Le but de tout ça, c'est de pouvoir tout faire. Partir en randonnée ou en trek l'été avec un sac lourd, aucun problème. Sprinter pour attraper un avion, aucun problème. Soulever des choses sans me blesser, aucun problème. Tant que je reste intelligent là-dessus. Je ne cherche pas à être le plus fort, le plus massif, le plus rapide ou celui qui a le plus d'endurance, mais juste d'être polyvalent dans la vie. Aucune de ces séances ne dépasse 1 heure. Beaucoup ne durent que 12 ou 30 minutes. La routine quotidienne est assez constante, mais si je voyage, ce planning peut être légèrement modifié. Il se peut que j'intervertisse les jours. Je déplace des choses, mais je veille à ne pas faire de musculation plus de 2 jours consécutifs. Personnellement, je ne récupère pas. Je n'aime pas ça. Pour la nutrition, j'essaie simplement de mettre l'accent sur les aliments non transformés ou peu transformés. Je n'ai pas faim avant 11 heures. Ensuite, j'aime manger un peu de viande, des baies, du riz ou des flocons d'avoine et des légumes. Je ne suis pas faible en glucides. L'après-midi, je prends souvent une collation protéinée et quelques noix. Je mange aussi ces steaks séchés maui-nui ou un peu de bouillon d'os ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas de la promotion, juste un fait. Pour le dîner, je mets moins l'accent sur les protéines. Ça fonctionne pour moi. Contrairement à la croyance populaire, je préfère davantage de légumes, pâtes, riz et risotto. Parfois, je mange un gros steak ou un plat similaire. Mais en général, je privilégie les féculents, pas en grande quantité, mais un peu plus, et les légumes, puis quelques heures avant de dormir, idéalement. Mais parfois, je termine le dîner et je m'écroule. Vous savez, c'est la vie. Je dors mieux si je laisse passer quelques heures avant de me coucher, en ce qui concerne. Pour moduler le stress, j'utilise la technique du soupir physiologique. Cela consiste à faire 2 inspirations par le nez. Je prends plusieurs inspirations profondes, suivies d'expirations longues, jusqu'à vider mes poumons. Je fais ça quand je sens mon stress monter trop haut. Mon laboratoire a publié un essai clinique dans Cell Reports Medicine, avec le laboratoire de David Spiegel à Stanford. Il montre que 5 minutes par jour d'exercice de respiration de type soupir cyclique, 2 inspirations par le nez, puis expiration, pratiquées de façon dédiée, ont conduit à des changements positifs comme la réduction de la fréquence cardiaque au repos, la diminution de la pression artérielle, l'amélioration du sommeil et de l'humeur. Plusieurs étaient statistiquement significatifs, mais pas tous. Je n'ai pas l'habitude de faire des exercices de respiration. J'utilise plutôt ce soupir physiologique quand je me sens un peu trop excité. Pour moi, j'ai constaté que l'essentiel est un noyau de compléments alimentaires, de l'entraînement et un mode de vie sain. Vécu comme je l'ai décrit, avec un peu d'hydratation, semble être le plus efficace. Et ma mesure de cela, ce sont les sensations de vigueur, ma capacité à récupérer de mes entraînements, c'est-à-dire est-ce que je progresse en termes de charge ou d'autres variables d'intensité, de distance ou de vitesse au fil du temps, avec le travail cardiovasculaire. La réponse est oui. Je recherche de petites améliorations au fil du temps, ou bien maintenir ce que j'ai déjà. À 48 ans, je veux simplement rester en bonne santé, et évidemment, j'aimerais être encore plus en forme, mais je fais aussi attention à ma vigueur cognitive. Vous savez, si je m'entraîne autant, ou si je fais autant attention à... La nutrition au point de ne plus pouvoir travailler ou fonctionner n'est pas bon. Si je ne peux pas rester assis 3 heures pour discuter à cause de la douleur, ce n'est pas bon. Et heureusement, vous savez, j'ai réussi à trouver un équilibre où je me sens généralement bien. Parfois même très bien, mais bien la plupart du temps. Il m'arrive encore de mal dormir certaines nuits. Je stresse encore, vous savez, je n'ai pas tendance à faire des journées de relâche ou des choses comme ça. J'adore de temps en temps manger une part de pizza, un croissant ou quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi appris que la plupart des choses liées au fait de prendre soin de soi, que ce soit la nutrition, le mode de vie, l'état d'esprit et le reste, créent en quelque sorte une expérience sensorielle de la vie plus intense. C'est ce que je pense que les gens ratent. Ils voient ça comme une privation. Mais quand tu fais ces choses, et que tu les fais régulièrement, je trouve, en tout cas pour moi, que d'abord j'adore les aliments que je mange. J'aime la viande, le poisson, le poulet, les œufs, les légumes, certains féculents et les fruits. J'apprécie vraiment tout cela. Et je profite aussi tellement plus de la vie. Alors que je trouve que, pour moi en tout cas, l'alcool et les aliments ultra transformés créent une sorte de voile sur mes sens. Je ne profite pas assez de la vie. Mais un très bon cookie, est-ce vraiment sûr? Ça a du sens. J'apprécie tout cela, l'exercice, la nutrition et la supplémentation.
tu sais, tout ce qui est un non-sleep depressed, des choses comme ça, est-ce que ça me permet de m'investir dans la vie avec plus de vigueur, plus de curiosité, plus de richesse? Ou est-ce que ça me prend beaucoup de temps et m'empêche de faire ça? Et d'après mon expérience, les choses que j'ai décrites, et il y en a quelques autres que je fais, me permettent de mieux vivre ma vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si je dormais tout le temps ou que je disais de façon obsessionnelle: bon, tout le monde, il est 8h30, je dois aller dormir. Et tu sais, je respecte les choix individuels de chacun. En fait, l'autre jour, j'ai vu pour la première fois depuis longtemps Brian Johnson, qui consacre toute son énergie, corps et âme, à devenir l'humain le plus mesuré et à tout ce qui concerne la longévité. Et c'est ce qui le passionne. Moi, j'aime avoir un peu de flexibilité dans mon emploi du temps et dans ma vie, et si ça me coûte quelques années de vie, je suis prêt à faire ce compromis.